Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, c'est un épisode pour lequel on va être à deux. Je reçois de nouveau Alfred Perrin, que vous avez peut-être déjà entendu dans un épisode précédent. On avait parlé ensemble du féminin, du masculin en termes de polarité et de l'importance d'équilibrer ses ressources intérieures. Donc, si vous n'avez pas déjà écouté cet épisode, je vous invite à l'écouter. Et aujourd'hui, on va parler d'un schéma de fonctionnement, de relation en tout cas, qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et donc on va parler un petit peu de ce triangle. Enfin, c'est surtout Alfred qui va vous en parler. Et puis échanger autour de ces mécanismes et de ce qui peut se répéter aussi dans les histoires familiales, dans le transgénérationnel. Donc déjà, avant de commencer, Alfred, bienvenue. Et est-ce que tu peux te représenter rapidement, nous dire un petit peu qui tu es? Bonjour à toutes et à tous. Merci de me réinviter, Stéphanie. Je suis formateur depuis une vingtaine d'années en relations humaines. Je suis également conférencier et je travaille particulièrement sur la communication, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi et tout ce qui est relation parents-enfants, donc sur la parentalité. Et voilà, et le triangle dramatique, donc ce célèbre triangle de Karpman, du nom du monsieur qui a, qui a expliqué ce triangle, c'est un truc qui me passionne énormément. Parce que parce qu'on le voit tous les jours, on le voit tout le temps, et quelquefois c'est embêtant, quelquefois c'est pas très embêtant, c'est pas très grave, mais ça peut l'être. Donc, Mhm. en termes de relations, que ça soit de relations personnelles ou de relations professionnelles. Ouais. Voilà, la semaine dernière, j'ai fait une conférence là-dessus pour une communauté de communes. Et effectivement, il y avait des problèmes qui ressortaient à cause de ce joli triangle. Hmm. Ouais, donc c'est intéressant de savoir un petit peu de quoi on parle pour éviter justement de rentrer dedans et de jouer ces rôles-là, finalement. Les trois rôles qui sont donc la victime, le sauveur et le persécuteur. Parfois, on parle du bourreau aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup de ce triangle dramatique? Qu'est-ce que c'est et comment on peut passer de l'un à l'autre de ces rôles finalement sans s'en rendre compte? En fait, alors juste, on va revenir un tout petit peu dans le passé pour expliquer d'où ça vient. Ça vient d'un outil qui s'appelle l'analyse transactionnelle, qui a été créé par le psychiatre américain Eric Berne dans les années 50. Et lui a développé beaucoup d'outils sur l'analyse transactionnelle. C'est quelque chose d'assez grand. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Il y a des thérapeutes en analyse transactionnelle. Mhm. Et il a développé, une des choses qu'il a développé, c'est ce qu'on appelle les états du moi. C'est-à-dire qu'en fait, on part sur le principe que nous avons trois états différents. Mhm. Donc, c'est des états à ne pas confondre avec les gens. C'est comme le féminin, le masculin, c'est pas forcément un homme et une femme. Les états, Ouais. c'est l'état parent, l'état adulte et l'état enfant. Mhm. Donc ce ne sont pas du tout, on est d'accord, les parents ou les adultes ou les enfants, hein. Ce sont des états dans lesquels nous voyageons, c'est des postures en fait que nous avons Mhm. tous les jours en fonction de ce que nous faisons. Quelquefois nous sommes dans la position parent, par exemple quand on va dire à quelqu'un, bah tiens, vaut mieux que tu fasses comme ça, vaut mieux pas faire ça, attention ça c'est interdit, par exemple. Mhm. Nous allons être dans l'état adulte quand nous échangeons tous les deux sur quelque chose où on va, par exemple, travailler ensemble. Par exemple, si je te Là, demande quelle heure il est, bah voilà, je fais appel à mon adulte et tu me réponds, il est 15h02, tu fais appel à ton adulte. Et là, puis, il y a typiquement, dans ce podcast, on est dans l'état adulte. ouais, voilà, pour l'instant, on échange de l'info, absolument, absolument. Et puis, il y a l'état enfant. L'état enfant, c'est les émotions, c'est
Voilà, si je peux dire quelques mots qui vont représenter les trois états. L'enfant, c'est la motivation, la créativité, les émotions. Mhm. L'adulte, c'est les processus, les méthodes, les moyens, les stratégies. C'est vraiment un mot important, la stratégie. Mhm. Et les parents, c'est le règlement intérieur, les recettes, les normes, les valeurs, les opinions, les règles. Mhm. Ok. Et donc, C'est des parts de nous, en fait. Est-ce qu'on peut les associer un peu à des archétypes intérieurs qui nous servent à certains moments de notre journée et de notre vie aussi? oui, on peut dire ça. On peut lui donner plein de mots. Lui, il a appelé ça effectivement les états. Mais effectivement, tu as raison, on peut les nommer autrement. En tout cas, c'est des fonctions Mhm. dont nous nous servons toute la journée, tout le temps. Et nous sommes régulièrement dans les trois. Mhm. On passe Et, de l'un à l'autre. pardon? On passe de l'un à l'autre. On passe de l'un à l'autre, voilà. Et dans une conversation, on peut passer de l'un à l'autre. Donc les trois sont chouettes et nous avons besoin de ces trois-là. Et donc si je veux développer un tout petit peu rapidement, lorsque nous sommes dans l'enfant, nous avons l'enfant adapté. L'enfant adapté va suivre les règles. Mhm. Donc quand quelqu'un par exemple nous dit ok bah ne fais pas comme ça, il faut pas faire ça et que vous faites bon bah d'accord je le ferai pas, bah voilà vous êtes dans votre enfant adapté. Et puis nous avons l'enfant libre. L'enfant libre c'est l'enfant qui fait ce qu'il veut, l'enfant qui est en plein dans ses émotions. Par exemple imagine deux supporters de foot qui sont en train de regarder un match et d'un seul coup il y a un but, il y en a un qui s'exclame ouais génial on va gagner. Bon bah ça c'est l'enfant libre. Voilà, c'est purement l'enfant libre qui est en train de s'exprimer. L'adulte, c'est le domaine de la pensée. Il y en a qu'un, il y a qu'une seule fonction adulte, c'est l'adulte. C'est voilà, nous échangeons tous les deux en ce moment. Tu me demandes de te montrer comment on se sert d'Excel, je te montre. Voilà, nous sommes d'échanges d'adulte à adulte. Mhm. Et le parent, il y a plusieurs parents. Il y a le parent normatif. Donc le parent normatif, lui, fait respecter la loi, mais il va faire respecter la loi qu'il va respecter lui-même. Mhm. D'accord, à laquelle il est soumis lui-même. Donc, bah, par exemple, vous avez un enfant devant vous qui a envie de mettre ses doigts dans une prise électrique, bah, le parent normatif va lui dire non, non, faut pas faire ça. C'est dangereux, attention, donne-moi ton petit clou, tu pourrais te blesser avec. Ok, voilà. Mhm. Donc, il fait respecter la loi. Et puis de l'autre côté, nous avons le parent bienveillant. Le parent bienveillant, lui, c'est le don, c'est faire attention à l'autre. Je vais prendre soin de toi. Tu as besoin de mon aide, je suis là. Voilà. Mhm. Donc, tu vois, nous n'arrêtons pas de nous balader sur ces positions-là. Et puis il y a un monsieur qui s'appelle Cartman, un psychiatre aussi américain, qui lui a rajouté une petite notion qu'il a développée, qui est le triangle dramatique. Et c'est quoi ce triangle en fait? Bah, c'est des extensions des positions qui existent déjà, mais on va dire le côté obscur de certaines positions. On pourrait dire qu'il y a le côté lumineux de la force et le côté obscur de la force, pour reprendre l'exemple de certains films. Et donc, bah, nous avons le parent normatif qui, lui, lorsqu'il est dans son côté obscur, va se transformer en parent persécuteur. Et Mhm. le parent persécuteur, il ne fait plus appliquer la loi, il se prend pour la loi. Ouais. Et il a la compulsivité d'avoir toujours raison. Mhm. Donc le parent persécuteur, par exemple, quand il voit l'enfant qui va mettre ses doigts dans la prise, plutôt que de lui dire non, fais attention, c'est interdit, tu sais que tu peux te blesser, lui il va dire, je caricature, mais il va dire, espèce d'abruti, mets pas tes doigts dans la prise, dégage de là, t'es toujours en train de faire des bêtises. Voilà, là Mhm. on est dans le persécuteur. Ok. Euh, L'autre côté du triangle, ça va être le sauveur. Et donc, c'est le parent sauveur. Lui, c'est l'excroissance, le côté obscur du parent bienveillant. Mhm. Donc, lui, il va sauver les gens, en fait, sans qu'il y ait de demande. C'est Ouais. typiquement son truc. C'est je vais vous aider, je vais vous sauver malgré vous. Donc c'est pas aider effectivement. C'est vraiment sauver. Mhm. Je vois quelqu'un qui attend au bord de la route. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui est aveugle. Ben, il va lui prendre le bras, il va lui faire traverser la route.
Mhm. même si l'autre personne n'avait pas du tout envie de traverser la route. Et il n'en a peut-être pas besoin. Et qui n'en a pas besoin, absolument. Donc voilà, ça c'est le parent sauveur. Mhm. Et il y a la victime, et ça c'est la victime, c'est le côté enfant. Donc il y a l'enfant victime plaintive, c'est le côté obscur de l'enfant adapté. C'est ah voilà, j'ai encore été puni, oh pauvre de moi, que la vie est injuste, tout le monde m'en veut et personne ne m'aime. C'est Mhm. Calimero. Et Ok. puis de l'autre côté, tu vas voir l'enfant libre qui se transforme en enfant rebelle, et c'est ce qu'on va appeler la victime agressive. Et là, c'est un peu la même chose, ça reste de la victime, mais c'est d'une façon agressive. Ouais, de toute façon, tout le monde m'en veut, je sais bien que tu m'aimes pas, de toute façon, t'es comme les autres. Enfin, voilà. Mhm. Ok. Et donc, nous avons ce joli triangle où nous allons pouvoir passer du persécuteur au sauveur et à la victime. Et donc, c'est ce que Eric Berne a appelé, en fait, lorsque nous sommes dans ce triangle, les jeux psychologiques. Mhm. Et il appelle ça des jeux vraiment volontairement, c'est que nous jouons, en fait, Mhm. au triangle dramatique régulièrement et que tous, je peux dire tous, nous y avons joué, nous y jouons sûrement encore. Et voilà. Et donc, c'est pas très agréable en fait quand on y joue. On s'aperçoit que Mhm. c'est pas très agréable. Et ça, Mais, on pourra voir pourquoi. mais est-ce qu'on en a conscience qu'on joue à ça ou est-ce que finalement, à partir du moment où on rentre dans le triangle, il y a quelque chose qui se joue inconsciemment et qui peut faire qu'on a du mal à en sortir aussi? Oui, 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 on le fait pas consciemment, hein. On le fait pas du tout consciemment, sauf quand on commence à connaître le triangle et à le Mhm. voir et à s'habituer à le voir. Là, effectivement, on peut des fois y retourner consciemment, donc peut-être pour un objectif précis. Quelquefois, on peut retourner dans le triangle pour accompagner l'autre à en sortir, par exemple. Mhm. Quelquefois, on peut aimer ce triangle parce que nous savons que nous sommes dans une de ces positions, mais elle nous sied bien. Le Mhm. persécuteur, il a du pouvoir sur les autres. Le sauveur, il a aussi du pouvoir Ouais. sur la victime, mais il a l'impression de servir à quelque chose. Ô Oui. combien je suis indispensable au monde. Et la victime, ça peut être, il y a d'autres raisons aussi, mais ça peut être, au moins on s'occupe de moi. Donc, il y en Oui. a qui savent, qui sont dans le triangle, même une fois qu'on leur a expliqué, et qui restent quand même parce qu'ils ont Mhm. un vrai bénéfice à y rester, ce qu'on appelle les Oui. bénéfices secondaires. Donc, on fait rien qui va à l'encontre, qui nous fait du mal en vrai, en tant qu'être humain. Nous choisissons toujours quelque chose pour notre bien. Donc, Mhm. même si cette chose n'est pas agréable, c'est quand même pour notre bien. Donc, Oui, puis ça peut devenir une zone de confort quand on connaît bien ce rôle-là finalement. ah ben totalement. Totalement. Mhm. La victime peut avoir peur de perdre l'attention des autres. Le sauveur peut avoir l'impression de ne plus exister en se disant je ne sers à rien. Ouais. Et le persécuteur, lui, c'est je n'ai plus de pouvoir sur les autres, mais qui suis-je? Je vais peut-être Mhm. devenir moi-même une victime. Mhm. Donc voilà. Donc alors là, je te parle un peu plus de personnes qui peuvent être coincées dans des positions. Euh, Quand on n'est pas coincé dans des positions, on y joue toujours un petit peu. Je peux très bien moi rentrer le soir, par exemple, et j'arrive chez moi. J'ai passé une journée exténuante de formation avec toi. C'était très fort, c'était super. On a fait une formation ensemble. Je rentre, je suis crevé. J'arrive chez moi, ma femme est là, et qu'est-ce que je fais? Je vais dire à ce moment-là, oh là là là, j'ai eu une journée, mais qu'est-ce que c'était dur. Je suis crevé ce soir, j'en peux plus. C'était chouette, mais vraiment, c'est compliqué. Et je me plains. Mais Mhm. je suis pas en train de, oh pauvre de moi. Je suis juste en train de dire, la journée était dure, je suis vraiment fatigué, c'est pas facile. Bon, bah là, je me mets Mhm. en victime. Mais c'est pas grave. Ok? Au fond, c'est pas très grave. Juste, je suis en train d'exprimer que c'est dur pour moi, que je suis fatigué. Ok. C'est ce qu'on appelle quand même une position de victime. Et puis Ouais. ma femme, qui est formidable, extraordinaire, va me dire oh mais attends mon amour, je vais te préparer un petit apéro pour que tu ailles bien. Et elle me sert un apéro. Ok? À ce moment-là, c'est très gentil, d'accord? Il y a un petit côté sauveur parce que j'ai pas demandé un apéro en vrai. Par contre, Mhm. j'ai fait une demande peut-être qui est pas tout à fait explicite de
plaignez-moi un petit peu. Est-ce que tu pourrais juste me plaindre un petit peu en me disant, oh là là, j'imagine, ça a pas dû être facile. Ça fait du bien. Vous voyez, tu vois, je suis un Mm. peu plein, mais c'est pas grave. Donc c'est un Oui, petit ça, c'est pas méchant. voilà, c'est un petit jeu qui est pas méchant et qui est naturel et qui est pas grave du tout. Euh, il peut se transformer en quelque chose de désagréable si, par exemple, elle me sert un verre, donc elle est à ce moment-là sauveuse puisque je lui ai rien demandé et qu'à ce moment-là, je lui dis ah ben voilà, tu me sers un verre mais tu mets même pas les glaçons. Là, Ok. tu passes en mode persécuteur. Là, je commence à jouer à un petit jeu qui commence à pas être sain du tout. Et puis elle, bah alors elle va me répondre par exemple, bah oui, mais tu sais, j'en ai pas remis, c'est pas de ma faute, tu vois, je savais pas, donc un petit peu victime. Tu vois, je me mets un petit peu en tant que victime. Et puis éventuellement, elle peut rajouter derrière. Et puis, tu sais, il y a pas que toi qui travaille aussi. Moi aussi, je travaille. Donc, moi aussi, j'ai tu vois. Et puis d'un seul coup, bah, elle se met un peu en persécuteur aussi. Et puis, on commence à jouer. Et en fait, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose où à un moment, ça s'arrête. Et puis, bah, on se sent pas très bien avec ça, avec ce qui vient de se passer. Et Mm. ben, quand on se sent pas très très bien dans les relations avec quelqu'un, souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent, c'est parce qu'il y a eu un petit jeu de triangle et on s'en est pas aperçu, pas Mhm. forcément. Et ben, on ressort avec quelque chose d'assez désagréable, surtout s'il n'est pas réglé. Donc voilà, le triangle n'est pas forcément totalement malsain quand c'est ce que je t'ai montré au début. On joue un petit peu avec ça, je vais me faire plaindre un petit peu, je vais me faire sauver par ma femme et c'est super et c'est chouette. Puis je la sauverai un autre jour, c'est super. Elle va me dire je suis fatigué, je vais lui dire bah attends, t'inquiète pas, je vais préparer le repas ça roule. Euh, c'est quand commence à y avoir des choses comme je t'ai montré après où on commence à se balancer des trucs et on s'aperçoit que là, la position est plus du tout Mhm. saine. Et quand tu disais tout à l'heure, donc ces trois positions là dont tu parlais au départ, adulte, enfant, parent, on est d'accord que c'est pas forcément être un enfant, être un adulte, être un parent. Mais quand en tant qu'enfant, dans notre enfance, du coup, on a justement grandi avec un parent sauveur ou avec un parent persécuteur, est-ce que du coup, de manière plus naturelle, entre guillemets, on va avoir plus tendance à se positionner en tant que victime, même à l'âge adulte? Enfin, je veux dire, si on rentre déjà dans ce triangle-là, dans notre enfance et donc dans les dynamiques intergénérationnelles, est-ce que, on va avoir plus tendance à rester dans ce rôle-là ou à rester tout court dans le triangle ou pas forcément? Ben, tout notre passé a un impact sur nous. Quand nous sommes enfants, nous grandissons par mimétisme au départ. Oui, il y a, ça peut jouer. Je peux avoir une mère victime tout le temps, et développer chez moi mon côté victime. Ou alors, au Développer le contraire, sauveur. développer mon côté persécuteur. Mm. Je vais faire je vais mettre en position rebelle par rapport à ce que vit ma mère. Et, vous savez, c'est les gens qui vous disent, moi, mes parents, ils ont été super durs avec moi, et je serai le contraire avec mes enfants. Et faisant le contraire, ils font je laisse tout passer à mes enfants parce Ouais. qu'ils veulent surtout pas retomber dans. Donc des fois on fait pareil, des fois on fait l'inverse. En tout cas, ça a un impact. Mhm. Ça a un impact. Très souvent, ça a un impact. Je dis pas que ça l'a forcément tout le temps, mais un enfant qui aurait été élevé d'une certaine manière toute sa jeunesse, ouais, il aura une relation au triangle qui sera particulière. Donc effectivement, on peut hériter de certaines choses comme ça. Et on peut voir des personnes qui sont dont les parents ont été par exemple, très victimes et qui eux-mêmes seront victimes et on s'apercevra en travaillant avec eux qu'en fait ça vient effectivement de leur éducation et de ce que leurs parents leur ont passé, ne serait-ce que dans Mm. leur façon de parler. Si Ouais. j'ai des parents qui rentrent le soir, qui se plaignent tout le temps, que la vie est pénible, alors en mode Mm. victime agressive ou en mode victime plaintive, Calimero? Calimero, bon bah quand vos parents vous bombardent toute votre jeunesse que la vie est dure, que de toute façon faut se battre, que de toute façon les autres vous en veulent, que bon bah il y a des croyances qui vont se dégager de ça. À un moment forcément il y aura un impact. Il y aura un impact.
Ouais. Ouais, moi, ça me fait aussi écho avec des accompagnements, des personnes que j'ai pu accompagner avec un parent plutôt victime et où là, c'est pas forcément l'enfant qui est devenu victime aussi par répétition, mais plus qui a été mis dans le rôle du sauveur de son parent, tu vois, avec le mécanisme de parentification. Et du coup, je deviens le parent de mon parent et je fais en sorte de le sauver. Et où du coup, c'est des personnes à l'âge adulte qui souvent vont répéter ça dans leur relation, dans leur relation amoureuse, par exemple, vont chercher quelqu'un inconsciemment, évidemment, mais qui va pas forcément bien ou qui peut avoir besoin ou même pas besoin d'ailleurs, mais on va prendre ce rôle-là quand même, de le sauver aussi parce que c'est ce qu'on a fait avec nos parents. Donc ça, c'est vraiment aussi un type de répétition qu'on peut observer dans le triangle. Du coup, j'ai connu cette posture-là ou ce rôle-là en étant enfant. Et du coup, je la reproduis plus tard dans mes relations. Ah oui, oui, complètement. Il y a même, alors, on peut même aller plus loin. Il y a les missions qu'on va donner, les missions inconscientes qu'on peut donner Ouais, à nos enfants lorsqu'on a ouais. envie d'avoir un enfant. Souvent, si vous posez la question, ok, qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'avoir un enfant, vous allez avoir des choses très conscientes qui ressortent. Mais en fait, inconsciemment, il peut y avoir des missions qu'on va lui donner. Et comme Mhm. tu dis, par exemple, de nous sauver. Ouais. Voilà, mon enfant va me permettre de m'émanciper, va me Ouais. permettre je ne sais pas, quitter mon mari, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc, si on fait un enfant avec cette mission-là, ben nous, effectivement, nous lui donnons le rôle du sauveur Mhm. et plus tard, ben, il sera thérapeute. Il y a des chances. Et il sauvera le monde entier. Non, mais il y a des métiers, il y a des métiers, je veux dire, il y a un côté derrière, infirmier, etc. Très souvent, c'est des gens qui sont en position de sauveur. Euh, Ouais. Nous-mêmes, on veut soigner les gens, on veut les aider, on veut. Bon, bah, il y a un côté sauveur là-dedans, euh, Mhm. euh, qui est pas grave quand on en prend, Quand on en a conscience. quand on en prend conscience et qu'on sait qu'à un moment, on se dit, en fin de compte, tiens, au départ, je voulais sauver le monde. Je vais peut-être pas sauver le monde, en fait. Je vais Mhm. juste m'occuper des gens qui en ont besoin et qui me le demandent. Voilà. Et qui me le demande, ouais, c'est surtout ça en fait. C'est ça. Mais c'est vraiment, oui, une posture qui est importante. Je fais un aparté aussi parce que c'est quelque chose dont je parle dans la formation héritage, la formation au transgénérationnel. Et d'ailleurs, tu es venu faire un atelier d'une heure, beaucoup plus détaillé que là, ce podcast, sur le triangle et notamment aussi ben, pour faire attention à la posture en tant que thérapeute accompagnant de justement pas rentrer en fait dans ce triangle d'un côté ou de l'autre. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec ce triangle, c'est que quand on rentre d'un côté, en fait, généralement, on fait tous les côtés du triangle. Enfin, on expérimente toutes les postures. Ou est-ce qu'on va rester plus à une posture plutôt que les autres? Alors, ça dépend complètement des gens. Ok. On va dire que tout le monde, nous jouons un petit peu au triangle en prenant les trois postures. Après, il y a des gens qui ont des postures préférées, qui peuvent changer en fonction de leur vie, hein. Moi, quand j'étais très jeune, j'aimais bien être victime. J'aimais bien me plaindre, le côté on va venir me voir, on va venir me consoler. Ça, j'adorais ça. Mais Peut-être on un a petit tous un petit peu ce côté-là quand même. C'est toujours peu. agréable qu'on vienne nous consoler un minimum. C'est peut-être mon petit côté cancer, je sais pas. Euh, et puis après, j'ai eu une période de ma vie où j'adorais sauver. D'où ma grosse allergie maintenant aux sauveurs en fait. Et puis voilà. Et puis il y a des choses qui peuvent aussi rester inconsciemment. C'est-à-dire que même quand on a travaillé sur le triangle, euh, on peut s'apercevoir qu'en fait, inconsciemment, il y a toujours une position dans laquelle on est qui nous arrange, même si on ne la montre pas. On ne la montre pas tous les jours. En fait, on va attirer inconsciemment des gens qui vont compléter notre victime, notre position, pardon. Donc, je pensais à la victime, quelqu'un qui même a travaillé sur lui, mais qui n'a pas réglé quelque chose de profond au niveau de la victime. Il va attirer des sauveurs et il va attirer des persécuteurs. Mhm. Même s'il a l'impression de s'en être sorti, qu'il a travaillé dessus, si c'est pas totalement réglé au niveau de l'inconscient, il va continuer énergétiquement à attirer des personnes qui vont lui faire comprendre qu'il est toujours là-dedans. Donc, juste pour répondre à la question de tout à l'heure, on joue tous un petit peu, et puis après, il y a des gens qui vraiment choisissent entre guillemets une position et ils sont dedans, mais alors tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Donc nous avons les persécuteurs qui vont donc toujours être en position haute, qui vont toujours être là pour persécuter les autres. Et le roi, c'est le pervers narcissique. C'est celui qui est en haut de l'échelle. Nous avons des gens qui vont avoir besoin de sauver tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps, Mhm. ils trouveront toujours des occasions dans leur vie de sauver. Ils se baladent dans la rue, ils vont quasiment guetter qui pourrait faire tomber quelque chose pour surtout lui ramasser tout de suite et lui dire tenez, vous avez perdu ça. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils vont voir toutes les situations où ils peuvent sauver quelqu'un. Et puis vous avez les gens qui sont victimes, et alors là donc qui passent leur temps à se plaindre, et surtout à qui il arrive toujours des problèmes, Ouais. tout Et le puis temps. surtout se plaindre, mais sans forcément faire en sorte que les choses changent, en fait. Ah ben non, c'est parce que si Parce que une fois sinon, on qu'on n'est a, plus victime. voilà, si on est dans une position qu'à un moment on a choisi, qui nous apporte quelque chose, non, si je suis victime, je vais attirer non seulement les persécuteurs et qui vont pouvoir me donner de quoi me plaindre, et les sauveurs qui vont s'occuper de moi, et je vais en plus énergétiquement attirer les problèmes. Mhm, Les mhm. problèmes. Mais il y a des gens, vous vous dites, mais c'est pas possible, il a l'œil au-dessus de lui, ou il a un truc comme ça. Ça, tu sais, c'est des fois, on dit ça, on dit, mais c'est dingue, il attire les problèmes. Ouais. Ah, Parce qu'il y a quelque chose peut-être. qui a besoin d'être réglé, quoi. De toute façon, il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé, et on peut regarder du triangle. N'as-tu pas un intérêt à tirer les problèmes? Je sais que c'est Mhm. compliqué quand on attire les problèmes et qu'on n'a pas l'impression d'avoir envie de les avoir, de se poser cette question, mais elle est toujours utile à se poser. Après, c'est peut-être autre chose, hein, c'est pas forcément que ça. Mais Mhm. ce qu'on appelle les scénarios de vie, quand quelque chose commence à vous arriver et puis que ça vous arrive une deuxième fois, une troisième fois, et que c'est toujours le même schéma, que c'est toujours le même truc, euh, il, il est important à un moment de commencer à chercher un petit peu quelle Mhm. est une part de responsabilité que j'aurai dans Ouais. ce qui m'arrive. Mais la victime ne veut pas être responsable. Sinon, parce que si elle est responsable, elle sort de son côté victime. Quand je me sens Mhm. responsable de quelque chose, je ne suis plus une victime. Oui, donc en fait, reprendre sa responsabilité, en tout cas se faire accompagner, peut-être pour reprendre sa responsabilité, c'est aussi une manière de sortir du triangle. Totalement. Mm. Et c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, il y a plein de liens qui se font dans ma tête avec, tu vois, justement le transgénérationnel et notamment, je pense à ce qu'on a pu vivre aussi avec nos figures parentales ou avec des figures autres dans les ancêtres. Mais je me dis, en fait, la vie, elle nous propose toujours des expériences qui nous permettent de voir aussi ce qu'on a besoin de pacifier, de guérir. Donc peut-être que, on pourrait le faire avec chacune de ces positions, mais peut-être que si j'attire des persécuteurs, j'ai peut-être grandi avec un père, par exemple, ça peut être une mère, mais un père très persécuteur ou dans une autorité très forte, de l'autoritarisme même, et que j'ai pas... où j'ai peut-être pas pacifié quelque chose. Donc, la vie me propose de nouveau cette figure-là qui peut être un patron, un conjoint, un ami ou autre, et qui me renvoie à mon père et à ce que j'ai besoin de pacifier peut-être dans mon système familial, le lien à mon père. Si me positionne en tant que victime et que je cherche des gens qui vont me sauver, est-ce que c'est pour compenser peut-être ce que j'ai pas eu de ma mère, tu vois, une affection que j'ai pas eue de ma mère, et du coup je vais chercher des personnes qui vont me consoler, qui vont me prendre soin de moi, des choses comme ça. Oui, oui, tout à fait. Enfin, il y a plein de scénarios possibles, mais ce que tu dis est très juste. Si j'ai envie qu'on s'occupe de moi, voire qu'on me sauve régulièrement, euh, bah, faut que je sois dans la victime. Enfin, je veux dire, Mm. si j'ai aucun problème, si tout va bien, personne n'a de raison de s'occuper de moi et de me plaindre. Ouais. D'accord? Donc, il y a des gens comme ça. Moi, je me souviens une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit, oh, mais de toute façon, toi, tu rigoles tout le temps, tu te marres tout le temps, tout va bien. Ok. Mm. Euh, bon, bah, voilà. Donc, oui, quand tu as l'impression que tout va bien, les gens sont pas forcément à venir te poser des questions de, mais est-ce que ça va vraiment bien? Comment tu vas en ce moment? Mhm. Il y a des gens qui ont même la croyance que, ah, mais de toute façon, lui, tout va toujours bien. Mhm.
Parce que c'est ce que tu montres. Ouais. Donc, on ne te pose même pas la question. Donc, si à un moment j'ai envie qu'on s'occupe de moi, va falloir que je déprime un peu quand même. Il va falloir que je montre que ça va pas bien. Que je montre que ça va pas bien. Ou alors simplement que, et c'est plus ça qui serait plus sain, c'est que quand ça va pas, je vais voir mes amis et je leur dis, voilà, Mm. au fait, est-ce que tu peux m'écouter en ce moment? J'aurais besoin de parler un peu à quelqu'un, j'aurais besoin de là. Et là, l'autre n'est pas dans le sauveur et moi, je suis pas dans la victime. Je viens de Mhm. demander, les choses sont saines. La victime, elle attend. Ouais, la victime, elle attend et le sauveur, il devance des besoins qui Et n'en sont peut-être pas, en fait. tout à fait, tout à Ok. fait. Donc voilà quoi. Et ce serait quoi alors le bénéfice secondaire de chaque position? Donc la victime, ça pourrait être le besoin derrière ou le bénéfice secondaire, c'est que du coup, on vient me plaindre, on s'occupe de moi, on m'apporte de l'attention. Ça pourrait être ça Oui. pour la victime? Ah bah oui. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais c'est une des principales. C'est déjà, je n'ai pas de responsabilité à avoir. Rien Mhm. n'est de ma faute. D'accord. Ouais. C'est quand même vachement plus, vachement plus simple que Mhm. de se dire, j'ai une responsable de. En fait, je suis responsable de mon bonheur ou de mon malheur. Parce que quand je suis responsable de mon malheur, ben, c'est pas tellement agréable à entendre, mais ça veut dire que va falloir que je bosse Mhm. pour être dans le bonheur. Euh, Ouais. Quand j'ai pas envie d'être responsable, bah c'est cool, j'ai rien à faire. Tu vois, Pour le c'est coup, c'est plus. vraiment une posture liée à l'enfant, quoi. C'est les autres, je suis dépendant des autres et mon bonheur ou mon malheur, ça dépend des autres finalement et pas de moi. Moi, je suis Ah bah, c'est responsable de l'état rien. du moi enfant. Ouais. C'est vraiment ça. C'est non, mais moi j'y peux rien, vous savez. J'ai pas de chance, mais j'y peux rien. Ouais, c'est ça. Et t'as essayé de réfléchir un petit peu. Ah non, non, réfléchir c'est trop fatigant. Mais tu sais que tu peux être un peu responsable que si tu travailles sur toi, si tu ouais non non mais non non non. Non. Donc il y a un côté, s'il y a un côté c'est c'est facile de pas être de c'est encore une fois c'est plus facile de pas être responsable dans la vie que d'être responsable. Bah, ça, On c'est n'a pas sûr. tout le temps envie d'être responsable des choses. On aimerait bien dire de temps en temps. Ah non, mais ça, j'ai pas envie de m'en occuper. Laissons les autres faire. Bah là, c'est ça, mais au niveau de ma vie. Mhm, mhm. C'est ah non, j'ai pas envie d'être responsable de mon bonheur, donc je vais laisser les autres le faire. Donc c'est un des bénéfices secondaires, et puis l'autre bénéfice surtout, c'est qu'effectivement, on s'occupe de moi. Donc si, Mhm. comme tu disais tout à l'heure, si par exemple petit, personne ne s'est jamais occupé de moi, peut-être que j'aurais des bénéfices à être victime. Ouais. Donc sortir de la position de victime, en tout cas une des façons, puisqu'après c'est différent pour chacun évidemment, mais c'est de prendre ses responsabilités et finalement de devenir adulte, quoi. Bah, s'en apercevoir déjà, et puis une des lois les plus importantes, c'est la loi des 50-50. Je suis co-responsable de beaucoup de choses dans ma vie, et donc je reprends une part de ma responsabilité. Et c'est ça, et c'est encore une fois, si j'ai envie d'être heureux, personne ne pourra faire que je serai heureux si j'ai pas envie de l'être en premier. Mhm. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Il y a des gens, il leur arrive des milliards de choses super dures et ils vous disent bah ouais c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas agréable. Des fois je pleure, des fois je vais pas bien, mais au final quand même c'est beau la vie. Mhm. Bah, voilà. Et puis il y en aura. Vous pourrez faire ce que vous voulez, leur faire des cadeaux à volonté, ils sont jamais contents. Ouais. Ah, mais les fleurs que tu m'as offert, elles sont pas belles. Ah, puis ça, c'est pas bien. Ah, puis ça, c'est pas bien. De toute Mhm. façon, s'il m'a offert quelque chose, c'est parce qu'il veut quelque chose. Enfin, c'est encore une fois notre réalité. Elle est faite en fonction de notre carte du monde Mhm. c'est nous qui fabriquons notre réalité. Donc, je peux facilement voir que des choses désagréables et je peux facilement voir des choses hyper agréables. Mhm. Voilà. Et encore une fois, c'est pas quand je dis agréable, c'est pas je vais bien, tout va bien, je vais penser positivement, ça m'aide. Non, C'est pas être dans le déni non plus. voilà, il y a une vraie philosophie de vie derrière, et il y a un vrai travail à faire. Mhm. C'est pas comme ça. C'est pour ça que les gens qui vont faire, enfin, quand on va faire une thérapie, quand on va faire un travail, ça demande du boulot et c'est pas d'un seul coup du jour au lendemain, tiens, je ne fais rien et quelqu'un va me transformer. Ouais. Un peu plus compliqué que ça.
Et alors, c'est quoi le bénéfice à être, là on a vu la victime, à être dans la position du sauveur? Je suis Ah bah, utile? je suis utile. Je vais être aimé. Ouais. Je vais être aimée parce que je sauve l'autre, je Ah, prends soin de l'autre. je suis vraiment quelqu'un de bien. Hmm. Je suis quelqu'un de formidable. J'aide les gens. Je ne suis pas égoïste, moi. Mhm. Tu comprends? Je ne suis pas égoïste, moi. J'aime bien. Mhm. C'est ça. C'est Avec un petit côté sacrificiel, je pense aux autres avant moi, quoi. ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Vous vous rendez compte? Moi, je suis vraiment quelqu'un de bien par rapport à vous parce que moi, je me sacrifie pour le monde. Ouais, Mm. donc ça peut être une stratégie, effectivement, pour être aimé, pour se sentir aimé des autres. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, c'est encore une fois, il y a de toute façon dans ces trois positions, à partir du moment où on les prend, il y a une intention positive. Il y a Bien quelque sûr. chose que je fais pour moi. Et n'oublions pas quand même, et ça je le dis aux sauveurs, que tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons tous, c'est d'abord pour nous. Ouais. Ok, c'est d'abord pour satisfaire une de nos valeurs. Donc nous le Mm. faisons d'abord égoïstement pour nous. Sœur Emmanuel qui à la fin de sa vie, donc qui a quand même passé sa vie pour les autres, qui à la fin de sa vie, qui a dit je viens de m'apercevoir qu'en fait tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai d'abord fait pour moi. Mhm. Bon, bah voilà. J'aime bien cette chose-là quand les gens vous disent non mais te rends compte, tu vois, je me sacrifie pour toi. Non, Mhm. non, non, tu le fais Non. d'abord pour toi en vrai. Ouais, même si on n'en a pas conscience. Vos parents qui vous disent, tu sais, je me suis sacrifié pour toi. Ben déjà non, et puis c'est normal, c'est normal. Tu m'as mis au monde, tu t'occupes de moi, je suis désolé. Donc, sortir de la posture de sauveur, ce serait quoi? Travailler l'amour de soi, sa valeur, sa propre valeur, ne plus chercher sa valeur à l'extérieur ou dans ce qu'on va faire pour les autres? Ça pourrait être une clé? Oui, par exemple. Par exemple, ça va dépendre du bénéfice secondaire, encore une fois. Est-ce que je veux me sentir utile, donc je sauve les autres? Est-ce que je veux être aimé, donc je sauve les autres? Enfin, tu vois, ça se définit en thérapie, en coaching, et en Mhm. fonction de ça, on verra ce qu'on peut travailler, ce qui manque à la personne. Si je sauve les autres pour être aimé, bah, je vais peut-être travailler aussi l'estime de moi en premier pour m'aimer d'abord Mhm. et ne plus avoir besoin de l'amour des autres. Ce qui me vient, tu vois, aussi au niveau transgénérationnel, ça pourrait être, je sauve les autres parce que peut-être il y a quelqu'un que j'ai pas réussi à sauver et je me sens responsable, tu vois, dans mon histoire ou dans ma lignée ou un de mes parents justement qui allait pas bien et voilà, j'ai pas réussi à le sauver, donc du coup en réparation, je cherche à sauver les autres. Ça peut être aussi peut-être une piste pour le sauveur à Ah, explorer. mais absolument, absolument, tu as tout à fait raison. On peut devenir sauveur comme ça, effectivement. Enfin, il y a plein de raisons. Là, j'en ai donné quelques-unes, mais Mhm. en plus, c'est tellement complexe Ouais. que voilà, il y a même pas un nombre de raisons possibles. Peut y en avoir. Et puis, peut y avoir. Alors, tu parlais de transgénérationnel, mais peut y avoir aussi le fait que j'ai hérité ça de mon arrière-arrière-grand-père qui lui-même était Mhm. sauveur Bien sûr. et d'un seul coup, je nais sauveur. Et je sais pas Mm. pourquoi, mais j'ai ce truc-là en moi. Bon, bah, il m'appartient pas en fait. C'est juste que C'est je ça. l'ai hérité de mon arrière-grand-père. Ouais. Voilà. Bah là, il y a effectivement un travail que tu connais mieux que moi en transgénérationnel pour couper les liens et redonner à grand-papy ce qui lui appartient et ce qui ne m'appartient pas. C'était un Ouais. joli cadeau peut-être, mais c'est pas de sa faute Mal déjà. emballé. C'est ça mal emballé. C'est comme disait Christiane Singer. Euh, mais, euh, mais voilà, il me l'a même pas donné volontairement, hein. Il a pas Mm. dit tiens, je vais le passer à mon petit-fils. Non, il est parti avec ça, il est parti avec ça. Ça a sauté 2 générations et ça m'est tombé dessus. Et c'est les Donc, mécanismes de loyauté familiale qui se mettent en place. et c'est les mécanismes de loyauté, absolument. Mm. Donc il y a plein de travail à faire. C'est déjà trouver d'où ça vient. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis il y a des outils où quelquefois on n'a même pas besoin de savoir d'où ça vient. On va pouvoir les traiter sans avoir besoin de Mhm. connaître la raison. Ouais.
qu'elle soit transgénérationnelle ou pas. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités et de thérapies différentes et d'accompagnements différents que Et pour finir sur le persécuteur quand même, alors même si évidemment on ne fait pas de la psychologie de comptoir et il y a plein de, il y a plein de bénéfices, etc. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le persécuteur? Ce serait quoi les bénéfices à être persécuteur? Qu'est-ce que j'ai du ça lui pouvoir. apporte? Ouais. J'ai du pouvoir et très souvent, si j'ai besoin de pouvoir, c'est qu'à un moment je n'en ai pas eu ou que des gens en ont eu sur moi. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe avec le pervers narcissique qui a une estime de soi euh, qui a été totalement écrasée et qui malheureusement a choisi entre guillemets cette solution pour se soigner. Mhm. Et c'est une pathologie et donc beaucoup de psy expliquent que ça ne se soigne pas. Voilà. Et donc le pervers narcissique restera pervers narcissique. Après, il y en a pas Mhm. tant que ça, hein. Il y a plein de gens qui ont des relations toxiques et avec qui on peut faire quelque chose. Euh, comme il y a il y a trois formes de relations toxiques et de et de persécuteurs. Il y a donc le pervers narcissique pour lui qui est une pathologie. Il y a la personne qui va avoir des relations toxiques parce que un moment dans sa vie ça va pas bien et que donc il est irritable, il est désagréable, et donc il va être souvent peut-être dans le persécuteur effectivement, mais voilà parce qu'il est dans ce moment-là et que le jour où ça va mieux pour lui, bah voilà ça disparaît. Mhm. Et puis il y a le neuneu, j'aime bien appeler ça le neuneu. Le neuneu, c'est celui qui s'amuse à persécuter, mais qui s'en aperçoit même pas, Mhm. parce que c'est un jeu. C'est l'ado attardé. Mhm. L'ado attardé. Donc on joue comme les ados, on se casse, on s'envoie des vannes, on humilie un peu les autres devant des groupes, tout ça. Donc c'est hyper toxique. On se fout de la gueule du monde. Mais parce que lui il fonctionne comme ça, il le fait même pas par volonté de pouvoir. Ouais, parce qu'il En sait tout pas cas, faire autrement. pas tous, mais c'est le neuneu, il s'en aperçoit, ça le fait rire. Mhm. Ça le fait rire. Donc quand on lui fait, ça le fait rire aussi. Ouais. Voilà. Euh, donc voilà. Mais le persécuteur, il y a toujours effectivement cette volonté d'être un peu au-dessus. Mais Mhm. encore une fois, nous le sommes, nous. Des fois, moi, il m'est arrivé et ça peut m'arriver encore, des fois, de mal parler à des gens ou de pas être agréable. Bon, ben, dans ce cas-là, je suis dans le persécuteur. Je vais dire à quelqu'un, je sais pas, un soir, je suis énervé. Ah, de toute façon, t'as été chiant à cette soirée, t'as pas arrêté de parler, tu m'as saoulé. Bon, bah là, je suis dans mon persécuteur. Voilà. Mhm. Voilà. Ce qui est problématique, c'est vraiment quand on est là-dedans et que c'est une posture de vie. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette posture-là. Et là, c'est problématique. Donc le persécuteur, c'est un peu dominer avant d'être dominé soi-même. Donc derrière, il y a des peurs. Ça peut, ça peut, Mm. ça peut. Après, il y a ce côté. Oui, ça peut être effectivement une des causes. C'est si je n'ai pas le pouvoir, ben on risque de l'avoir sur moi. Donc Ouais. ça peut être effectivement une peur, comme tu dis. Peut y avoir d'autres raisons, mais souvent il y a ce truc-là derrière ou de ouais, quand j'étais petit, on s'est bien foutu de moi. Maintenant, vous Mais allez voir qui je suis, quoi. ça peut être une réponse aussi à des mémoires de victimes, justement, tu vois. Ou peut-être dans une famille où il y a eu des mémoires, je sais pas, d'humiliation, d'abus ou de choses comme ça. Une manière de se protéger, finalement, c'est d'être plutôt en posture de persécuteur pour pas revivre un statut de victime, par exemple. Ah bah oui, oui, complètement. C'est le mec qui va venger sa famille. Ouais, c'est ça. Tu vois, Ouais, c'est exactement ça. je vais leur montrer qui on est. Mm, Mes mm. parents ont été dominés. Eh ben, je vais devenir le dictateur de ce pays Ouais, ouais. pour me venger, pour leur montrer ô combien. Enfin, il y a plein de raisons.
Mm. Il y en a plein de dictateurs comme ça, sûrement, qui sont juste là par vengeance. Et finalement, d'observer les choses comme ça, derrière chacune de ces positions, il y a de la souffrance en fait. Enfin, tu vois, il y a une recherche de quelque chose qui nous manque, et du coup, il y a une forme de souffrance, il y a des blessures en tout cas derrière. Ah ben, de toute façon, quand on est coincé dans une position, il y a un moment quand, en fait, quand on n'a pas le choix, oui, c'est une souffrance. Parce Mhm. qu'on n'arrive pas à faire autrement. Rien que ça. Donc, il y a un côté, je suis prisonnier de ce que je fais. Je n'arrive pas à faire autrement. Donc, à partir du moment où j'arrive pas à faire autrement, c'est pas très agréable. Donc, oui, oui, il y a des souffrances derrière tout ça. Euh, et puis, tu sais, en fait, il y a quelque chose d'important, c'est que l'être humain, c'est un animal grégaire. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais l'être humain, c'est pas un animal. Ok, c'est pas grave. Euh, Nous avons besoin de relations. Ok, on vit Mhm. avec les relations. Parce que dès qu'on a des relations, on a ce qu'on appelle ce que Eric Berne avait appelé des strokes. En français, c'est des signes de reconnaissance. Dès qu'on est en groupement, on a des signes de reconnaissance de l'autre. D'accord, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, peu importe. Parce que Mhm. qu'est-ce que c'est qu'un signe de reconnaissance? C'est de l'échange d'énergie. Et donc, quand quelqu'un me dit oh, t'es génial ou oh, t'es un abruti, l'énergie, c'est l'énergie. Mhm. D'accord? C'est-à-dire que je la prends. Et je suis reconnu. D'un côté pas bien et de l'autre côté bien, mais peu importe. Par contre, quand on me dit rien, c'est terrible. Mhm. C'est terrible. Il n'y a Ouais. pas pire souffrance que d'ignorer les gens. Et c'est pour ça qu'il y a des dans des tortures, souvent on isolait les gens de tout le monde pendant des jours et des jours et des jours pour qu'il n'y ait plus de signe de reconnaissance, qu'il n'y ait plus rien et que la personne à un moment en ait besoin. Euh, Mhm. donc il n'y a pas pire que ça. Et donc on a un échange d'énergie. Et dans toutes nos relations de tous les jours, il y a des échanges d'énergie plus ou moins forts. Et c'est ce que Berne a décrit là-dedans dans la structuration du temps. Donc je te le fais rapide. Il y a le retrait. Le retrait, c'est quand j'ai pas envie d'échanger. Il y a les rituels qui me permettent de me sociabiliser. Bonjour, au revoir, ça va. Mais on n'attend surtout pas qu'il y ait une réponse, hein. Là, c'est une catastrophe si l'autre vous dit non, non. Je ne savais pas quoi faire. Parce que là, c'est pas une vraie question, c'est un rituel. Ouais. Euh, J'attendais pas les, une vraie réponse. c'est ça. Les pastimes, ben, c'est ça. On passe le temps. Tiens, aujourd'hui il fait beau, il pleut. Bah là, je reste. Tu vois, il pleut. On pourrait en parler pendant une heure, hein. Il pleut. En Mhm. ce moment, Il c'est y a euh, un petit peu de soleil là, il y a un petit c'est rayon de ça. soleil Il y a qui le vient de percer. Ah, t'as de la chance, moi, tu sais, mais bon, c'est le réchauffement climatique, tout ça, tu sais. Eh ben oui. Voilà. Il y a les activités. Donc, les activités, on va échanger sur je sais pas, par exemple, tous les deux, on va échanger sur de la thérapie, des choses comme ça. On va en parler. OK? Et puis ensuite, il y a l'intimité. Donc là, on va vraiment se dire des choses et échanger. Et chacun de ces états-là va amener plus ou moins d'échanges d'énergie. Et c'est vrai que ce qui amène le plus d'énergie, c'est l'intimité. Mhm. Donc là, il y a des vrais échanges forts. Le seul problème, c'est qu'il y a un autre truc dont je n'ai pas parlé qui échange beaucoup d'énergie, ce sont les jeux psychologiques. Mhm. Et les jeux psychologiques sont tous à la base avec du triangle. Ok. Dès qu'il y a un jeu psychologique, il y a du triangle dedans. Il n'y a pas de jeu psychologique sans triangle. Et en fait, bah, ça, on échange beaucoup, 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 beaucoup. Parce que c'est des jeux relationnels. Et donc, bah, par exemple, c'est pas la seule raison, mais par exemple, quelqu'un qui aura du mal à rentrer dans l'intimité, parce que par pudeur, pour X raisons, bah, il a quand même besoin de beaucoup d'échanges d'énergie. Mhm. Donc, il va jouer. Il va en trouver à travers les jeux psychologiques, quoi. D'accord? C'est quelqu'un qui va se moquer de vous, tout ça, parce qu'il n'arrive pas à vous dire je t'aime. Mhm. Donc, il va déconner, il va vanner, il va souvent être dans le triangle, un petit peu comme persécuteur, par exemple. Bah oui, mais il n'arrive pas à se poser et dire voilà, j'ai envie de te parler, tu sais que tu comptes pour moi, etc. Non, ça c'est.
Donc voilà, c'est les deux, l'intimité et les jeux psychologiques sont les plus grands pourvoyeurs d'énergie. D'accord. C'est pour ça qu'on y joue beaucoup. Oui, donc ce qui explique pourquoi on peut rentrer dans ce triangle-là Ouais, tout à fait. pour l'énergie, en fait, pour avoir cet échange d'énergie qu'on ne peut pas avoir autrement dans un autre système de relation, finalement. Tout à fait. C'est super intéressant. Ouais, ça c'est. Moi j'adore, c'est assez captivant. C'est surtout que vous apercevez qu'il y en a tout le temps. Que C'est ça. nous-mêmes, même en le connaissant, des fois on joue un petit peu à ça, Ouais. volontairement ou encore même involontairement. Mm. Par contre, il arrive un moment où quand on travaille de plus en plus dessus, qu'on fait du travail sur soi, etc., on le supporte plus. Mm. Et donc, en fait, on va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations. Ouais. Parce que Oui, si on parce joue qu'à partir plus, du moment où on n'a plus envie de jouer, c'est plus intéressant pour l'autre non plus, quoi. ben voilà. Et puis, on peut pas jouer tout seul. Et ouais. J'ai entendu dernièrement sur un podcast qu'on pouvait jouer tout seul, mais je suis pas d'accord. On peut pas jouer tout seul. Je peux faire mes films Mm. dans ma tête, hein, et me positionner en tant que victime avec moi-même le soir. Oui, ça, je peux tout seul. Mais donc ça, on peut se sentir victime, persécuteur ou sauveur tout seul dans son coin. Mais si on veut jouer, Mm. on doit jouer avec quelqu'un. Mhm. Ouais. Et donc, ce qui explique aussi que quand on sort de ce triangle ou de cette position, parce qu'on en prend conscience, parce qu'on fait un travail sur soi ou autre, ça peut faire bouger des choses, du coup, donc à la fois dans les relations et puis même au niveau du système familial, selon toi, enfin dans la relation avec les membres de la famille et l'énergie familiale, quand Oui, quelqu'un ose oui, sortir de ça. oui, oui, carrément. On peut même perdre sa famille. faut, faut être prêt à assumer ça. Mais un des trucs qui arrive le plus souvent quand on sort du triangle, c'est que les gens qui jouent à des jeux de victimes, bah, en fait, vous jouez plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous passez pour un persécuteur, simplement parce que vous Mm. jouez plus. Du reste, par exemple, la personne est à côté de vous et se plaint et se plaint et se plaint. Et comme il n'y a pas de demande, bah, vous répondez pas. Mm. Donc vous n'êtes pas sympa. Ah bah, vous n'êtes pas sympa. Moi, Mm. j'en parlais l'autre jour encore à des stagiaires, et ils me disent, le premier truc ils me disent, ah bah ouais, mais c'est pas cool, tu le zappes, tu l'ignores, qu'il est en train de se plaindre. Donc voilà. Donc tu vois, dans la société, il faut pas ignorer les gens qui se plaignent. Mhm. Sinon, T'es égoïste. t'es égoïste et t'es un persécuteur. Sauf qu'il n'y a pas de demande. Ouais. Alors après, il y a le milieu où moi, ça m'arrive quelquefois, quelqu'un se plaint, et dans ce cas-là, je vais lui dire, OK, est-ce que tu as une demande à me formuler? Est-ce que tu as besoin de quelque chose, ouais. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Mm. Ah bah ouais, j'aurais bien besoin que tu m'aides. OK, alors demande-le-moi. Mhm. Et là, je lui explique un petit peu la différence entre oh là, je sais pas où aller en vacances cet été. Et puis bah, j'attends que quelqu'un vienne me donner des solutions, que je vais refuser du reste, puisque j'ai envie de jouer. Bah s'il joue, ah je sais pas où aller cet été, et qu'on répond pas, bah il peut pas jouer. Il Mm. va passer à Ça autre s'arrête chose. là. Ou alors à un moment il va se dire, il va vous voir et il va vous dire, tu peux me filer un coup de main, s'il te plaît. Puis tout à l'heure je suis en train de te demander quelque chose. Et là il est en train de rentrer dans le triangle. Mhm. Mm. Là il est passé de victime à persécuteur parce qu'il est en train de vous engueuler parce que vous n'avez pas répondu à sa non demande. Mhm. Ouais, donc ça demande vraiment une observation de soi déjà, une écoute attentive de notre façon de communiquer et puis d'écouter l'autre, quoi. Pour pas rentrer dans le triangle, justement. Enfin, de Oui, rester oui, oui, oui. dans cette écoute de Oui, ce qui oui. se passe dans la communication. Tout à fait. Après, c'est vraiment le faire avec de la bienveillance, mais surtout avoir Mhm. les outils pour le faire. Moi, quelqu'un se plaint, effectivement, gentiment, je vais lui dire, OK, est-ce que tu as une demande à me faire? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce Mhm. que depuis tout à l'heure, je t'entends râler, je t'entends grogner, je t'entends des gens qui vont pester dans leur coin, etc., mais qui vont bien le faire en votre présence. D'accord? Ah, de toute façon, il m'a gonflé aujourd'hui. Ah, puis à un moment, bah, l'autre en face, OK, qu'est-ce que tu veux me dire? Ah, bah, simplement, voilà, je voulais en parler. OK, alors parle-moi plutôt que de grogner dans ton coin. Mhm. Vous voyez, la victime agressive qui se plaint et qui attend que l'autre vienne le sauver en lui disant, oh là là, ou le plaindre. Ouais.
Ce qui est super intéressant, mais il va falloir qu'on fasse un autre épisode de podcast parce que sinon celui-là va être trop long. Mais tu vois, là, en t'écoutant, je fais le lien aussi avec l'attachement et les systèmes d'attachement. Parce que quelqu'un qui se plaint tout le temps mais qui ne sait pas demander de l'aide, c'est peut-être parce qu'il a construit son attachement sur quand je demande de l'aide, je le reçois pas. Tu vois? Ah Donc bah je sais oui. pas demander. Je sais pas demander et je sais pas non plus recevoir. Donc la seule stratégie que j'ai trouvée pour qu'on s'occupe de moi, c'est de me plaindre et de rentrer dans le statut de victime. Par exemple, enfin, là aussi, on va pas dire que c'est une généralité parce que voilà, chaque situation est différente. Mais je trouve ça passionnant parce que je trouve qu'on peut vraiment faire le lien avec plein d'autres théories et plein d'autres concepts, et notamment moi celui de l'attachement qui me parle beaucoup. Donc je crois qu'on va en reparler dans un autre épisode pour Ouais, que ouais. celui-là Non, non, mais soit tu as raison. écoutable. Après, encore une fois, c'est des mécanismes naturels. C'est pas en vouloir aux gens parce qu'ils sont dans la victime, dans le Bien sauveur sûr. ou dans le persécuteur. C'est quelquefois on sait pas faire autrement. Ouais. Donc tout est ok. Voilà. Apprenons à nous en sortir. Donc déjà comprenons ce truc-là. Mm. Donc pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Moi, quand j'étais plus jeune, je connaissais pas. Bon, bah, je m'apercevais pas que j'étais Mm. dans de la victime. Donc, moi, je me disais que c'était un bon moyen pour qu'on s'occupe de moi. Bon, bah, maintenant, je sais quand j'ai envie qu'on s'occupe de moi, je demande. Simplement, ça va plus vite. Mm. Non, mais c'est ça, la première étape, c'est déjà d'en être conscient, chacun à notre niveau, de pouvoir observer, voilà, quand est-ce que je rentre dans le Mm. triangle et quand est-ce que j'ai pas envie d'y rentrer. Donc, du coup, je vais être vigilant aussi à ma communication, à mon attitude, etc. Et je crois que si déjà chacun à notre niveau, on pose cette conscience-là et qu'on va voir ce qu'il y a en dessous, si jamais on rentre dedans ou qu'on a tendance à aller dans une position, et que voilà, on fait le nécessaire en ce qui nous concerne pour ne pas rentrer dedans, bah, petit à petit, voilà, on crée des relations aussi plus harmonieuses et plus justes, déjà pour nous et puis pour les autres. Mm. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Bah, merci pour cet échange. C'était super intéressant. Et puis, bah, du coup, on reviendra parler de l'attachement et de ces positions du triangle dans un épisode, dans la suite. Oui, oui, on pourra en reparler, ne serait-ce qu'en reparler par exemple au travail. Ouais. C'est très intéressant pour pas se laisser tyranniser au travail par des persécuteurs et des relations toxiques qui vous amènent à des burn-out, des choses comme ça. Donc ça peut aller très loin, hein, le triangle. Ça Mhm. peut être, comme je disais tout à l'heure, et je finirai juste par ça, euh, ça peut être pas très très grave. Il y a un premier niveau qui est OK, on joue en couple, etc. Et bon, ça pas hyper grave. Il y a un deuxième niveau où on commence à sentir des ressentis un peu désagréables et on se dit qu'est-ce qui s'est passé, je vis pas bien ça et ça commence à vous embêter un petit peu. Et puis le troisième niveau, ça peut aller jusqu'à la mort. Mhm. Voilà. Donc oui, jouer au triangle, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Ouais. D'où son nom. Merci beaucoup, Alfred. Mais merci. Et puis ben, à une prochaine peut-être pour un autre sujet. Ça marche. À bientôt. Merci, à bientôt.